À 12 mètres, sous la bibliothèque privée de Jane Hackman, la lampe torche d'un agent du FBI éclaira quelque chose qui le figea sur place. Une porte en fer, sans poignée, sans gonds visibles de l'extérieur, rien que des rivets, de la rouille, et un cordon de soudure courant le long de chaque jointure comme une cicatrice. Quelqu'un avait condamné cette porte depuis l'intérieur, des décennies auparavant, et n'en était jamais ressorti. Ce que le bureau fédéral a extrait de l'obscurité qui se cachait derrière n'était pas censé voir la lumière du jour. Et ce que cela révèle sur l'un des hommes les plus secrets d'Hollywood va changer complètement la façon dont vous percevez les 30 dernières années de sa vie. La Brèche, 26 février 2025. Peu après 11 heures du matin, un petit convoi de véhicules fédéraux s'avança vers un imposant portail en acier renforcé, dissimulé au cœur des forêts de pignons aux abords de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Derrière ce portail se trouvait un domaine privé d'une valeur de 4 millions, propriété de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse, la pianiste classique Betsy Arakawa. Personne n'avait eu de nouvelles du couple depuis plusieurs jours. Les appels téléphoniques restaient sans réponse. Le personnel se voyait refuser l'entrée. Un silence radio total émanait d'une propriété qui, en temps normal, fonctionnait avec la rigueur d'une petite installation militaire. Ce n'est ni un membre de la famille, ni un ami, ni les forces de l'ordre qui donnèrent finalement l'alerte. C'est un homme à tout faire. Il déclara aux adjoints du shérif qu'il craignait que le couple ne soit décédé à l'intérieur. Le portail dut être forcé. Les serrures durent être coupées. Ce seul détail mit la puce à l'oreille des agents. Ce n'était pas le genre de propriété où l'on laissait accidentellement une porte ouverte. Tout dans ce domaine était conçu pour rester hermétiquement fermé, à moins que quelqu'un de l'intérieur ne décide d'ouvrir. Lorsque les officiers franchirent enfin le seuil, ils s'attendaient à quelque chose de tragique, mais de banal. 2 personnes âgées disparues paisiblement dans l'isolement. Ce n'est pas ce qu'ils découvrirent. Les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa ont été retrouvés à l'intérieur du manoir, accompagnés de celui de leur chien. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que Betsy était décédée environ 1 semaine avant Gene. Sa cause de mort a été enregistrée comme une infection virale sévère. La sienne, comme une défaillance cardiaque avec facteurs aggravants, des causes naturelles, affaire classée sur le papier. Mais la scène ne correspondait pas aux documents officiels. Pas du tout. La contradiction que personne ne veut expliquer. C'est là que tout commence à vaciller. Le bureau du shérif de Santa Fe a déclaré publiquement, dès le premier jour, qu'il n'y avait aucun signe d'acte suspect. C'est le langage habituel, celui qui cherche à étouffer une histoire avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Mais dans cette même déclaration, ils ont reconnu que la scène était suffisamment troublante pour justifier une fouille légale complète de l'ensemble de la propriété. Relisez bien ça. Aucun acte suspect, mais assez inquiétant pour faire venir des équipes fédérales équipées de matériel d'imagerie thermique et de spécialistes légistes. Ces 2 affirmations n'appartiennent pas au même univers, et c'est précisément dans cette contradiction que toute l'histoire commence à se fissurer. La chronologie elle-même soulève des questions auxquelles personne n'a encore voulu répondre publiquement. Betsy est morte 7 jours entiers avant Gene. Cela signifie que Gene Hackman, un homme de 95 ans, se trouvait vivant dans cette maison avec sa femme disparue pendant près d'1 semaine. Aucun appel à l'aide, aucune tentative de contacter le monde extérieur. Pas le moindre message de la part d'un homme qui, selon ses proches, avait encore toutes ses facultés mentales et tenait des conversations complètes quelques semaines plus tôt. Qu'est-ce qui peut réduire un homme au silence pendant 7 jours dans une maison avec le corps d'un être cher? La peur, le devoir, un chagrin si profond qu'il paralyse toute parole, ou peut-être la conscience que demander du secours aurait signifié laisser entrer des étrangers et que ces étrangers auraient découvert ce qui se cachait en dessous. Avant d'aller plus loin, une chose doit être dite clairement. Si seulement la moitié de ce que les enquêteurs ont consigné sous cette propriété se confirme, nous aurions là l'une des découvertes les plus troublantes jamais liées à la disparition d'une célébrité dans l'histoire américaine contemporaine. Des sources ont maintenant obtenu le mandat de perquisition officielle. Ce que les autorités ont répertorié à l'intérieur de ce domaine dépasse de très très loin le cadre d'une simple enquête sur un décès. Car dissimulé derrière une cloison dans la bibliothèque privée de Hackman, des agents fédéraux ont mis la main sur quelque chose qu'aucun membre du personnel, aucun voisin, ni aucun représentant des forces de l'ordre local ne soupçonnait. Un tunnel muré depuis des décennies, et quoi que l'on ait enfermé à l'intérieur, quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour s'assurer que cela resterait enfoui pour toujours.
Mais le tunnel n'était pas le pire. Le pire, c'était ce qui attendait déjà tout au fond. La forteresse sur la colline. Pour comprendre dans quoi le bureau fédéral a mis les pieds en descendant sous terre, il faut d'abord comprendre ce qui se dressait au-dessus. Le domaine de Gene Hackman n'avait rien d'une résidence ordinaire au sens habituel du terme. C'était une véritable installation. Une forêt dense encerclait chaque côté de la propriété. De hauts murs de pierre couraient tout autour du périmètre. Des capteurs de mouvement étaient positionnés à chaque point d'accès, des caméras thermiques, un dispositif de surveillance fonctionnant 24 heures sur 24, dont la sophistication rivalisait, selon certaines sources, avec celle de certains sites gouvernementaux classifiés. Le personnel avait été sélectionné avec soin, soigneusement contrôlé et lié par des accords juridiques rédigés de manière si stricte qu'aucun d'entre eux n'a jamais pris la parole publiquement sur ce qui se passait derrière ces murs. Réfléchissez-y un instant. Des décennies d'employés, jardiniers, femmes de ménage, cuisiniers personnels, agents d'entretien, agents de sécurité privée, et pas une seule fuite, pas une seule citation anonyme. À l'ère des réseaux sociaux, où des éboueurs publient des photos des poubelles de célébrités pour gagner en visibilité, ce genre de silence ne s'installe pas par hasard, il s'impose. Des journalistes locaux qui ont tenté, au fil des années, de fouiller l'histoire de cette propriété se sont heurtés chaque fois au même mur. Les demandes de permis de construire revenaient avec des sections entières masquées. Les registres fonciers présentaient des lacunes qu'aucun archiviste ne pouvait expliquer. Une chercheuse de la Santa Fe Historical Society aurait passé plusieurs mois à compiler des actes cadastraux liés au domaine. Puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée. Plus de réponses au téléphone, pas une ligne publiée. Personne ne sait ce qu'elle a découvert, ni qui lui aurait discrètement suggéré de cesser ses investigations. Franchir ces grilles, en revanche, c'était entrer dans un univers saisissant. Des couloirs ornés de chefs-d'œuvre originaux. Des meubles vieux de plusieurs siècles dont certains auraient appartenu à des familles royales européennes, des lustres que l'on disait suspendus autrefois dans les salles de palais anciens, des jardins abritant des espèces botaniques si rares qu'elles ne sont répertoriées que dans une poignée d'endroits sur la planète. La docteure Elena Vasquez, historienne de l'architecture à l'Université du Nouveau-Mexique, qui a par la suite participé à l'évaluation du bien, a formulé les choses d'une manière qui frappe fort. Elle a déclaré avoir documenté des domaines dans tout le sud-ouest américain et que celui-ci avait été conçu comme un musée érigé au cœur d'une forteresse. La beauté y était authentique, mais les dispositifs de protection l'étaient tout autant. Une telle combinaison n'existe pas sans qu'on cherche à préserver quelque chose de précis. Des images de caméras corporelles, publiées uniquement après une décision judiciaire rare, rendue par un juge du Nouveau-Mexique, montrent des agents progressant à travers le manoir dans les heures suivant la découverte. Le silence sur la piste audio est immédiat et pesant, mais ce qui a le plus troublé les enquêteurs n'était pas ce calme. C'était la preuve que quelqu'un s'était activé à l'intérieur de la demeure dans les heures ou les jours précédant leur arrivée. Des meubles traînés sur le parquet, des livres retirés des étagères et replacés dans le mauvais ordre, des tiroirs laissés entr'ouverts. Un coffre-fort dans une chambre, grand ouvert et parfaitement vide. Quelqu'un avait visiblement fouillé cette maison de fond en comble, soit à la recherche de quelque chose, soit pour le dissimuler. Puis les agents pénétrèrent dans la bibliothèque et toute la nature de l'affaire bascula. Derrière une section précise d'un mur de la bibliothèque privée de Hackman se cachait quelque chose de si habilement dissimulé qu'on aurait pu parcourir cette pièce des centaines de fois sans jamais rien remarquer. Les agents découvrirent un mécanisme secret, pas une bibliothèque pivotante, pas un loquet derrière un tableau. Il s'agissait d'un point d'accès conçu avec soin, nécessitant une séquence d'activation précise pour s'ouvrir. Celui qui l'avait imaginé voulait qu'il reste totalement invisible pour quiconque ne savait pas déjà exactement où chercher et comment procéder. Derrière ce mécanisme, un étroit couloir se révélait. Des marches de pierre descendaient vers une obscurité absolue. Aucune source de lumière, aucune ventilation perceptible, juste un couloir de pierre taillé plongeant droit vers les profondeurs sous la propriété. Les agents s'engagèrent dans la descente. La température chutait à chaque pas. L'air devenait plus lourd, humide, métallique, portant un goût de rouille et quelque chose de plus ancien encore. La condensation s'accrochait aux parois. Les faisceaux de leurs lampes balayèrent les surfaces de pierre, et c'est alors que la première vague d'inquiétude les saisit. Les murs étaient couverts de marques, ni graffitis, ni ornements, mais des inscriptions précises, gravées avec des outils et une intention claire. Certaines ressemblaient à des notations alchimiques.
D'autres évoquaient davantage des plans techniques pour des dispositifs et mécanismes qui n'auraient logiquement pas dû exister à l'époque où ce tunnel avait été construit. Une section du mur présentait ce qui semblait être le schéma d'une machine sans équivalent moderne. Des engrenages, des chambres, des conduits agencés selon des configurations qu'un technicien légiste décrivit plus tard dans ses notes comme une ingénierie venue de nulle part, et la construction elle-même racontait sa propre histoire. Près de l'entrée de la bibliothèque, la maçonnerie révélait un travail typique du milieu du XXe siècle, matériaux industriels, béton coulé, arêtes nettes taillées à la machine. Mais à mesure que les agents s'enfonçaient plus profond, les murs devenaient de plus en plus bruts, joints creusés à la main, renforcements primitifs, traces d'outils correspondant à un travail de pic et de ciseaux plutôt qu'à quelque outil moderne. Marcus Develin, ingénieur en structure ayant examiné des photographies divulguées de l'intérieur du passage pour une expertise indépendante, estima que les sections les plus profondes pourraient avoir plus de 100 ans, voire bien davantage. Ce n'est pas le propriétaire qui a construit ça, déclara Develin lors d'un entretien qui fut par la suite étouffé sur demande judiciaire. La partie supérieure a été rénovée, modernisée, renforcée, mais le cœur de ce tunnel existait déjà. Hackman s'y est installé, il en a hérité. Puis ils atteignirent la salle, un vaste espace souterrain comme figé dans le temps. D'anciennes caisses en bois étaient empilées contre les parois. Certaines s'étaient effondrées sous le poids des années, répandant leur contenu sur le sol de pierre, des documents jaunis, des objets métalliques rongés par la rouille, des artefacts n'appartenant à aucune époque ni origine clairement identifiable. Un agent souleva le couvercle d'une boîte recouverte de poussière et y découvrit des photographies. Fragiles, aux bords recourbés, elles représentaient des visages que personne ne reconnut, vêtus de tenues vieilles d'un siècle. Certains clichés semblaient montrer des réunions discrètes dans des pièces sans fenêtres. D'autres représentaient des lieux, des bâtiments, des espaces souterrains ne correspondant à aucun endroit répertorié dans les archives officielles. Sur l'une des images, un groupe d'hommes se tenait autour d'une table couverte de cartes. Leurs visages exprimaient une tension palpable. Une ampoule suspendue au plafond projetait des ombres dures sur leurs traits. Au dos de la photographie, une main soigneuse avait inscrit une date à l'encre, 1937, et juste à côté un seul mot rédigé dans une langue qui n'a toujours pas été identifiée. Des dossiers reliés en cuir étaient posés à côté de photographies remplies de dates codées, de noms caviardés et de passages décrivant des événements qui semblent avoir été délibérément effacés des archives historiques. Certaines pages avaient été partiellement brûlées. Quelqu'un avait tenté de les détruire, puis s'était arrêté de son propre chef ou avait été interrompu. D'autres documents portèrent des filigranes et des insignes liés à des organisations officiellement dissoutes depuis des décennies. Le volume considérable de matériaux était tout simplement écrasant. Les agents estimaient que le catalogage complet de ce qui était entreposé dans cette salle pourrait prendre des années, peut-être une décennie entière de travail minutieux de conservation, réalisé par une équipe de spécialistes travaillant par roulement. Certains papiers étaient si fragiles qu'ils commençaient à se désintégrer au moindre contact d'une main gantée. D'autres pages, scellées dans des portfolios de cuir huilé, semblaient avoir été rédigées la semaine précédente. Cette disparité dans la qualité de conservation laissait entendre que la dernière personne à avoir accédé à la salle savait parfaitement quels documents étaient insacrifiables et lesquels ne l'étaient pas. Parmi les éléments récupérés figuraient 3 registres distincts, rédigés dans un mélange de latin, de français et d'une écriture non identifiée que les linguistes ont jusqu'ici refusé de caractériser publiquement. On y trouvait des cartes représentant le sud-ouest américain avec des frontières et des schémas de peuplement ne correspondant à aucune époque historique répertoriée. Il y avait des fioles en verre scellé, au contenu inconnu, emballées dans de la paille. Selon un registre de preuves qui a fuité, on aurait également retrouvé 2 objets décrits uniquement comme instruments non identifiés, ne pas ouvrir. Mais voilà ce que personne n'était prêt à entendre. Les photographies, les documents, les caisses, tout cela n'était que troublant. Ce qui attendait au fond de cette salle, derrière tout le reste, était d'un tout autre ordre, la porte qui ne s'ouvre pas. Tout au fond de la chambre, au-delà des caisses et des dossiers éparpillés, les lampes torches des agents ont fini par le trouver. Une porte en fer encastrée à ras dans la pierre, aucune poignée côté extérieur, aucune charnière visible, juste une surface d'acier corrodé, avec des traces de soudure courant le long de chaque jointure.
Quelqu'un avait condamné cette porte depuis l'intérieur et avait tout fait pour qu'elle reste définitivement close. Le verrou n'était pas conçu pour empêcher les gens d'entrer. Il était conçu pour retenir quelque chose à l'intérieur. Le FBI n'a fait aucune déclaration publique sur ce qui se trouve derrière cette porte. Absolument rien. Pas de commentaire officiel, pas de fuite, pas de briefing anonyme transmis à un journaliste. À une époque où des documents classifiés refont surface sur des serveurs Discord et où des images de surveillance interne se retrouvent sur les réseaux sociaux en quelques heures, un tel niveau de confinement ne relève pas du hasard. Cela exige une suppression active et soutenue. Et cela vous dit quelque chose d'important sur ce que le bureau garde entre ses mains. Voilà maintenant où les choses deviennent encore plus étranges. Le sol de la chambre n'était pas simplement recouvert de pierres poussiéreuses. Il était incrusté de motifs circulaires, des dessins complexes et délibérés qui, vus de dessus, ressemblent à des cartes célestes. Des cartes stellaires gravées dans le sol par quelqu'un qui savait précisément ce qu'il faisait. Ni aléatoires, ni purement décoratifs. Ces motifs correspondaient à des alignements astronomiques précis, des constellations, des positions planétaires, des trajectoires orbitales, le tout tracé avec une rigueur nécessitant des connaissances mathématiques avancées et une instrumentation soignée. Celui qui les avait gravés ne devinait pas. Il cartographiait quelque chose, ou marquait quelque chose à l'intention de ceux qui viendraient plus tard et sauraient comment le déchiffrer. Les outils retrouvés dans les caisses étaient tout aussi dérangeants. Des gravures ne correspondant à aucun fabricant connu ni à aucune époque répertoriée. Des mécanismes internes d'une précision telle qu'ils auraient nécessité une technologie de fabrication qui n'existait tout simplement pas à l'époque supposée de la construction de ce tunnel. Un objet en particulier a retenu l'attention des spécialistes, un cylindre métallique de la taille d'une paume, doté d'anneaux intérieurs rotatifs, apparemment coulé d'un seul tenant sans aucune jointure visible, ni procédé d'assemblage identifiable. Les techniques métallurgiques actuelles peinent encore à reproduire ce type de moulage monolithique à cette échelle. Le docteur James Whitfield, ancien analyste légiste du FBI, ayant consacré 19 ans au traitement de preuves classifiées avant de prendre sa retraite, a examiné les informations disponibles publiquement et a prononcé des mots qui ont marqué tous ceux qui les ont entendus. Lorsqu'une agence se tait aussi vite et aussi complètement, a déclaré Whitfield, cela signifie généralement l'une de deux choses. Soit ils n'ont rien trouvé et en ressentent une certaine gêne, soit ils ont mis la main sur quelque chose de si considérable que la question de la divulgation a été remontée bien au-dessus de l'équipe chargée de l'enquête. J'ai été témoin des deux cas de figure. Ici, ça ne ressemble pas à de la gêne. Alors qui était vraiment Gene Hackman? Un homme qui accumulait des objets impossibles à expliquer? Le gardien d'un savoir que quelqu'un avait décidé de ne jamais laisser refaire surface, ou avait-il hérité de ce monde souterrain d'une personne dont le fardeau était simplement devenu le sien? La réponse se trouve peut-être enfouie dans la terre elle-même, et elle pourrait bien expliquer pourquoi lui et Betsy ne sont jamais sortis vivants de cette maison. Le sol de Santa Fe, point névralgique de cette histoire. Le sous-sol du nord du Nouveau-Mexique n'a rien à voir avec l'image que la plupart des gens se font de Santa Fe, avec ses galeries d'art et ses couchers de soleil sur le désert. Los Alamos, berceau de la bombe atomique, se trouve à quelques minutes de route sur l'autoroute. Le projet Manhattan, les essais nucléaires, les recherches sur des armements financés par des budgets secrets, tout cela s'est déroulé à une distance raisonnable du portail d'entrée de la propriété de Hackman. Pendant des décennies, les habitants de la région ont échangé des récits sur des réseaux de transport souterrains, des bunkers oubliés creusés dans les mésas et des infrastructures conçues pour mettre à l'abri les élites gouvernementales en cas d'effondrement de la civilisation. Des demandes d'accès à l'information ont discrètement confirmé que d'importantes constructions souterraines ont bien eu lieu dans cette zone au plus fort de la guerre froide. L'étendue exacte de ces travaux demeure classifiée, mais Richard Payne, ancien consultant du département de l'énergie, ayant travaillé sur des évaluations d'installations dans le nord du Nouveau-Mexique durant les années 90, a livré un résumé troublant lors d'un entretien enregistré. Il existe des systèmes sous ces mésas qui ont été construits pour survivre à la surface, a déclaré Payne. Certains ont été mis hors service, d'autres ont été scellés et certains ont tout simplement été oubliés, déconnectés de toute carte officielle, de tout document classifié. Ils ont simplement disparu dans l'obscurité. Voilà l'élément qui ne laisse pas en paix. La porte en fer au bout du tunnel de Hackman n'était pas là pour faire joli. L'acier était de qualité militaire.
L'espacement des rivets correspondait aux techniques de construction documentées utilisées dans les installations gouvernementales hautement sécurisées, érigées dans les années 50. Si cela avait été une cave à vin ou un cellier, personne ne l'aurait construit comme un coffre-fort de banque. Si c'était un embranchement oublié d'un réseau gouvernemental bien plus vaste s'étendant silencieusement sous toute la région, cela changerait entièrement l'échelle de ce à quoi nous avons affaire. Les voisins ont toujours eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Margaret Callaway, qui a possédé la propriété directement adjacente au domaine pendant 22 ans, se souvient encore des bruits, des vibrations basses, fréquences à 2 ou 3 heures du matin. Ce n'était pas la plomberie, ni le chauffage, a-t-elle précisé. Elle en avait parlé à Hackman une fois, de façon anodine, par-dessus la clôture de propriété pendant qu'elle taillait une haie. Il lui a lancé un regard qu'elle dit ne pas pouvoir chasser de ses pensées la nuit, et lui a simplement déclaré « Certaines choses valent mieux rester enfouies ». Elle en avait ri sur le moment. Elle ne rit plus. Au départ, il avait supposé une légère activité sismique. C'était un scientifique. Il voulait une réponse de scientifique. J'ai installé un sismomètre portable un été, juste pour me convaincre que je me faisais des idées, a confié Delampe à un journaliste. Les relevés ne correspondaient à aucun schéma naturel. Ils étaient rythmiques, mécaniques. Quelque chose fonctionnait là-dessous selon un calendrier précis. Il a déposé une plainte officielle pour nuisance sonore auprès du comté en 2019. Elle n'a jamais eu de suite. D'autres habitants de la zone se souviennent de camions banalisés arrivant après la tombée de la nuit et repartant avant l'aube. Des visiteurs dans l'ombre, visages dissimulés, sans facture, sans logo, sans la moindre trace. D'anciens employés ayant quitté le domaine et disparu purement et simplement de la vie publique. Téléphone coupé, présence sur les réseaux effacés, comme si leur existence avait été silencieusement gommée. Une femme de ménage ayant travaillé sur la propriété au début des années 2000 avait confié à une amie proche, avant sa propre disparition, qu'elle avait été témoin de choses dans cette maison qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle refusait de préciser lesquelles. Elle avait quitté la région en moins d'1 mois. Son adresse de réexpédition s'est révélée être une boîte postale dans une ville où elle n'avait jamais résidé. Sa sœur, contactée des années plus tard par un chercheur travaillant sur un documentaire, a indiqué que la famille avait reçu une seule carte postale d'elle en 2004 et plus rien depuis. Il y a également la question de la consommation en eau de la propriété. Une demande d'accès aux archives publiques d'un service de distribution, déposée par un bloc de surveillance locale en 2021, a révélé que la consommation du domaine était de manière constante et inexplicable, bien supérieure à ce que la taille du foyer pouvait justifier. De quoi alimenter une petite installation commerciale souterraine. De quoi, autrement dit, faire fonctionner des systèmes que personne en surface n'avait jamais aperçus. La ligne fantôme, un détail a à peine retenu l'attention du public, alors qu'il devrait pourtant glacer tout le monde. Lors des travaux de rénovation qui ont révélé l'entrée du tunnel, les ouvriers ont mis au jour un système de communication secondaire directement câblé dans les murs de la propriété, pas une ligne téléphonique, pas un câble Internet. Un circuit fermé reliant la maison principale directement à la chambre souterraine, un câblage ancien, antérieur aux télécommunications modernes de plusieurs décennies, mais fonctionnel, entretenu, opérationnel jusqu'au jour où les agents ont pénétré dans les lieux. Quelqu'un avait maintenu cette ligne en activité pendant des années, communiquant avec ce qui se trouvait dans ce tunnel, via un canal impossible à surveiller, à enregistrer ou à intercepter depuis l'extérieur. Dans une demeure déjà équipée d'un système de surveillance numérique ultra-moderne, ce dispositif était totalement hors réseau. Une ligne fantôme courant dans les murs comme un système nerveux que personne n'était censé percevoir. Qui se trouvait à l'autre bout de cette ligne? Qu'est-ce qui était si crucial au point de nécessiter un canal invisible au reste du monde? Le silence. La version officielle est que Gene Hackman est décédé d'une insuffisance cardiaque à 95 ans. Plausible sur le papier, mais les documents n'expliquent pas pourquoi un couple ayant accès aux meilleurs soins médicaux privés au monde s'est isolé aussi complètement durant ces derniers jours. Aucun appel médical, aucun contact d'urgence, aucun personnel sur place. Le système d'alarme périmétrique était resté actif, mais les caméras intérieures avaient été désactivées manuellement. 2 personnes seules dans une forteresse s'éteignant en silence tandis qu'une chambre forte souterraine scellée se trouvait à une douzaine de mètres sous leurs pieds. Le lien entre le tunnel et ses disparitions demeure l'élément le plus déconcertant de toute cette affaire. Ont-ils été réduits au silence parce qu'ils en savaient trop? Quelqu'un a-t-il emprunté ce passage pour pénétrer dans le manoir sans être détecté?
ou bien quelque chose avait-il changé? Voilà ce qui a finalement fait comprendre à Hackman que ce qu'il avait protégé toute sa vie n'était plus en sécurité. Et c'est ici que se trouve le détail qui hante chaque enquêteur ayant travaillé sur cette affaire. L'entrée du tunnel dans la bibliothèque n'était pas condamnée lorsque les agents l'ont découverte. Le mécanisme avait été actionné récemment. Gene Hackman, un homme au milieu de sa 10e décennie, s'était engagé dans ce couloir froid et humide peu de temps avant sa disparition. Pourquoi? Que venait-il vérifier? De quoi avait-il peur? Ou bien, et c'est la question que personne ne veut formuler à voix haute, se dissimulait-il de quelque chose qu'il avait finalement retrouvé? L'homme chaleureux derrière la forteresse. Voilà ce que les gens oublient concernant Gene Hackman. Avant qu'il ne devienne un reclus, avant la forteresse et le silence, il était l'une des présences les plus chaleureuses du cinéma américain. Son coiffeur à Santa Fe confiait à un journaliste local que Hackman passait toutes les quelques semaines, s'installait dans le même fauteuil, et parlait des romans d'Hemingway et du temps du Kansas où il avait grandi. Il laissait des pourboires doublés. Il se souvenait du prénom de chaque enfant des employés. Au marché de producteurs local, les vendeurs le reconnaissaient au premier coup d'œil. Il achetait des piments verts en grande quantité et plaisantait, avec une autodérision sincère, sur son espagnol désastreux. Il soutenait des programmes locaux d'alphabétisation. Il signait discrètement des chèques en faveur d'un refuge pour animaux voisins. Ce n'était pas un homme qui avait choisi l'isolement par antipathie envers les autres. Il l'avait choisi parce que quelque chose lui avait donné le sentiment qu'il le devait. Aujourd'hui, sachant ce qui se trouvait sous sa maison, ce choix prend une dimension qu'il n'avait jamais eue auparavant. De French Connection à ennemi d'État, Hackman avait passé sa carrière à incarner des hommes pris au piège de conspiration dont ils ne pouvaient s'échapper, agents fédéraux, hommes de surveillance paranoïaques dans conversations secrètes, journalistes, enquêteurs, lanceurs d'alerte, hommes enfermés dans des institutions bien plus vastes et bien plus anciennes qu'ils ne l'imaginaient. Peut-être que rien de tout cela n'a jamais été simplement du jeu. Peut-être qu'il avait compris quelque chose que le reste d'entre nous n'a fait qu'observer de loin, depuis l'extérieur. Et maintenant, que se passe-t-il? Des équipes forensiques du FBI travailleraient encore sous la propriété, analysant chaque artefact, chaque document, chaque symbole gravé dans ces murs. Détection de traces ADN, relevé de résidus invisibles, décodage cryptographique de messages laissés sur du papier qui se désintègrent au moindre contact. Des spécialistes venus de disciplines qui ne se croisent jamais normalement ont été convoqués. Des linguistes, des métallurgistes et même des astronomes consultés discrètement pour interpréter les cartes stellaires gravées dans le sol de la chambre. Si ces indices mènent un jour à des noms précis, des organisations précises, des événements historiques précis, cette affaire ne fait pas simplement la une, elle explose. Mais les autorités ne disent pas un mot. Leurs déclarations sont vagues, chirurgicales, manifestement conçues pour ne rien révéler d'utile. Et ce silence vous apprend davantage que n'importe quelle conférence de presse ne pourrait jamais le faire. Réfléchissez-y un instant. Des mois se sont écoulés depuis la découverte initiale. Dans toute enquête normale, des informations finissent par filtrer. Conclusions préliminaires, sources anonymes, briefings informels accordés à des journalistes autour d'un café. Dans ce cas précis, rien, zéro. Le verrouillage de l'information autour de ce tunnel est plus hermétique que tout ce qui entoure les circonstances des disparitions elles-mêmes. Ce qui signifie que ce qui se trouve là-dessous n'est pas seulement historiquement significatif, c'est opérationnellement sensible. Quelqu'un, quelque part, a pris la décision que le contenu de cette chambre représente encore aujourd'hui un risque suffisant pour justifier un confinement total. Pas en 1950, pas pendant la guerre froide. Aujourd'hui. Les portes qui n'étaient jamais censées s'ouvrir, sous les demeures des puissants, sous les forêts, les montagnes, les villes tranquilles que nous croyons connaître, il existe des portes qui n'auraient jamais dû être franchies. Gene Hackman a gardé l'une de ces portes pendant des décennies. Il a construit toute son existence autour de cela. Les murs, les caméras, le silence, les accords juridiques, le personnel qui disparaissait, l'isolement total. Il a porté ce fardeau depuis le sommet de sa carrière jusqu'au dernier jour de sa vie. Il l'a porté à travers les cérémonies de récompense et les tournées de presse. Il l'a porté jusqu'à sa retraite quand il a troqué le jeu d'acteur contre la peinture et l'écriture tranquille. Il l'a porté pendant cette dernière semaine glaciale de son existence, assis seul dans sa forteresse avec le corps de son épouse, choisissant de ne pas décrocher le téléphone. Et maintenant, il est parti.
la dernière personne à connaître chaque recoin de ce tunnel, chaque caisse dans cette chambre, chaque marque sur ces murs a disparu, et tout ce qui se trouvait derrière cette barrière de fer soudée à 12 mètres sous sa bibliothèque n'est plus sous sa protection. La question n'est pas de savoir si le FBI sait ce qui se trouve là-dessous. Ils le savent. La question est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si déstabilisant, si profondément menaçant pour ce que nous croyons savoir de ce monde, qu'ils préfèrent garder un silence absolu plutôt que de révéler au public ce qu'ils ont découvert derrière cette porte? Qu'imaginez-vous qu'il y ait de l'autre côté? Hackman était-il le dernier gardien de quelque chose enfoui bien avant sa naissance? Ou était-il son ultime captif, accomplissant une peine héritée le jour où il a tourné la clé pour la première fois? Partagez votre théorie dans les commentaires, car je les lis tous sans exception. Et si vous souhaitez être présent au moment où le prochain élément de cette histoire sera révélé, abonnez-vous avant de continuer à défiler. Quelque part derrière une porte de fer dans le désert du Nouveau-Mexique, quelque chose attend encore. Cela attend à travers les guerres, les présidences, la montée et la chute d'empires qui se croyaient éternels. Cela attendu silencieusement sous les pas des hommes qui ont assemblé la bombe atomique à quelques kilomètres de là. Elle se cachait sous les roues de chaque camion banalisé, remontant cette allée après minuit. Elle se dissimulait derrière l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma américain pendant près de 30 ans. Et le silence, on le comprend désormais, n'a jamais vraiment été synonyme de sécurité. À très bientôt.